J'essaye de ne pas trop m'amêler de la politique française, donc ça serait trop facile pour moi de dire faut voter Marion Maréchal. Bah, si vous voulez, sur le plan personnel, je peux tranquillement dire qu'elle est beaucoup plus amoureuse de la France que de moi. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est une chose positive pour moi, mais en tout cas, c'est une chose positive pour la France. Et donc, c'est quelqu'un qui sent sur les épaules la charge de la civilisation française. Vincenzo Sofo, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à chez nous depuis l'Italie, depuis votre région natale de Milan où vous êtes né en 1986. Vous avez été conseiller municipal dans cette ville. Aujourd'hui, vous êtes eurodéputé italien. Vous êtes d'origine calabraise. Vous en direz un petit peu plus sur votre pays. Vous maîtrisez d'ailleurs très bien la langue française aujourd'hui. Vous avez été diplômé en économie à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Et vous êtes un homme politique très connu en Italie. Vous avez été membre de la Ligue avec Matteo Salvini. Aujourd'hui, vous êtes plutôt avec le groupe ECR et le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. En 2019, donc, je le disais, vous avez été élu eurodéputé italien. Vous avez rejoint officiellement le Parlement en 2020. Donc d'abord au sein du groupe Identité et Démocratie et maintenant avec le groupe ECR. En 2021, donc vous aviez rejoint Fratelli d'Italia parce que vous n'étiez pas aussi d'accord avec le soutien, je crois, de Matteo Salvini au gouvernement de Mario Draghi. Vous nous en direz un mot. Et puis, ça ne fait pas de mystère pour nos lecteurs, je crois. Vous avez en 2016 rencontré, lors d'un événement politique à Milan, une certaine Marion Maréchal. Et vous êtes Rital, vous le restez, donc vous l'avez séduite et vous l'avez épousée en septembre 2021. Et vous avez une fille ensemble, Clotilde. Voilà. Alors, avant d'aller sur les questions migratoires, les questions liées à l'actualité européenne, le 9 juin prochain, il y a les élections européennes. D'abord, une question d'actualité. L'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, a annoncé ce week-end rejoindre officiellement Jordan Bardella, qui est tête de liste du Rassemblement national en France. Il sera numéro 3 sur sa liste. D'abord, quelle est votre réaction? Est-ce que c'est un profil que vous auriez aimé voir aux côtés de Marion Maréchal? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour elle? Voilà, comment vous réagissez? Non, je ne pense pas du tout que ce soit une mauvaise nouvelle pour elle. C'est sûrement quelqu'un qui peut témoigner quelle a été la gestion des politiques migratoires de l'Europe. Justement, sa direction a été objet de pas mal de polémiques, surtout par la gauche, aussi d'enquêtes faites par l'OLAF à Bruxelles. Donc, je pense qu'ils ont bien fait les RN à proposer la candidature. S'il veut s'engager en politique, c'est un témoignage de plus, voilà. Mais donc, je ne pense pas que ça posera des problèmes à Reconquête ou à d'autres partis. Alors, vous avez vu, vous aussi, en Italie, des larges manifestations d'agriculteurs. C'est un sujet éminemment européen. Quel est votre projet à vous avec le groupe ECR? Comment la Commission européenne peut faire évoluer les choses pour les agriculteurs? Est-ce que cette révolte, elle continue chez vous en Italie? Voilà, est-ce que c'est un phénomène européen au sens large? C'est des manifestations qui ont déjà commencé il y a plusieurs mois et ça a concerné aussi les pays de l'Europe du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et c'est en fait la conséquence des années de politiques européennes, surtout européennes, parce que du coup l'agriculture c'est quand même un sujet qui est largement influencé par les politiques européennes, de Bruxelles. Mais même les mandats de cette Commission européenne et de cette majorité parlementaire, c'était un mandat qui a visé surtout à changer totalement et radicalement ces secteurs avec les pactes verts. Les pactes verts, c'est une pacte qui a justement une influence, un impact déterminant sur le futur de ces secteurs qui est très important pour l'Italie, pour la France, surtout
En plus, nous, on a deux pays qui ont une culture, une tradition eno-gastronomique qui est très importante, même au niveau après des conséquences commerciales et économiques. Et nous, à Fratelli d'Italia, la Lega, donc la droite a toujours défendu ces secteurs, a toujours bataillé en Europe et même au niveau national pour ces secteurs. Nous, même comme gouvernement, on a quand même obtenu déjà des résultats, même si face à l'Europe, c'est pas facile. C'est quand même un pays nombre qui souvent est aussi isolé dans les batailles. Je vous fais un exemple. On a réussi à bloquer pour le moment l'introduction du Nutri-Score, qui c'est quelque chose que peut-être en France c'est pas très connu, même si c'est vous qui vous l'avez inventé. Aussi, ouais. Parce que ça existe en France, ça n'existe pas heureusement encore chez nous. Et pour nous, c'est un vrai sujet parce qu'il peut tuer les secteurs eno-gastronomiques italiens, qui est cette codification à couleur et lettres que vous trouvez sur les produits des supermarchés. Ça se trouve que c'est une codification qui en fait favorise les produits industriels et défavorise les produits locaux et les produits faits de façon artisanale. Il y a eu des énormes polémiques, par exemple en Italie, parce qu'ils ont fait les tests, ils ont montré comment fait, selon cette codification, c'est un paradoxe, mais la Coca-Cola serait meilleure pour la santé, codifiée meilleure pour la santé par rapport à l'huile d'olive. Que pour nous, évidemment, c'est une blasphémie totale. Et en plus, l'huile d'olive, c'est la base de la diète méditerranéenne, donc de notre culture. Et ça, c'est une bataille historique pour la droite. Et on est arrivé parce qu'en fait, l'Europe veut imposer, en fait, dans tous les continents, cette codification. Et l'Italie est un des pays, peut-être les principaux pays qui s'opposent et qui proposent une codification alternative qui est plus respectueuse des vraies valeurs nutritionnelles des produits. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'était par exemple la soi-disant viande synthétique, c'est-à-dire la viande qui est produite en laboratoire, donc artificielle. Voilà, nous, les gouvernements italiens, ces gouvernements-là, parce que le Nutri-Score, c'est une bataille même assez partagée en Italie, mais sur ces sujets-là, donc la viande synthétique, on s'est opposé de façon très ferme à l'introduction en commerce de ces produits. Et on a tout de suite fait une loi nationale qui interdit la mise en commerce de la viande synthétique en Italie. On était toutes seules au début à faire cette bataille parce que tous les autres pays, les autres gouvernements disaient non, par contre la viande de laboratoire ça peut être un progrès futur. Et là maintenant, grâce à notre action du gouvernement italien, on se trouve que là maintenant il y a de plus en plus de pays qui commencent à manifester des doutes sur la mise en commerce de ces produits-là. Donc après c'est un sujet qui demanderait une journée entière pour les traiter, mais c'est sûr qu'on a quand même des politiques depuis des années qui sont en train de détruire tout. Retail, c'est une délocalisation totale de tout notre système stratégique. L'agriculture est un des secteurs fondamentaux pour nous, par exemple en Italie surtout. Et avec l'excuse, il propose la taxe, les impôts sur la viande. Ça, c'est les gauches qui proposent ça. Ils proposent plein de trucs justement avec l'excuse de la santé, avec l'excuse de l'écologie pour essayer de détruire ces secteurs, sans mettre en cause les causes réelles de ce qui produit la vraie pollution, les vrais problèmes pour notre santé. Et notamment la mainmise de la Commission européenne sur ces sujets. Ouais. Alors, avant de revenir sur l'Europe plus particulièrement, simplement pour les Français, d'ailleurs je vous remercie parce que c'est la première fois que vous faites un long entretien comme ça en France. Vous êtes eurodéputé depuis 2020, d'abord au groupe Identité et Démocratie, maintenant avec le groupe ECR. Pour les Français qui vous connaissent peut-être pas très bien, est-ce que vous pouvez très rapidement nous résumer un petit peu votre parcours? Vous étiez plutôt avec Salvini, vous êtes maintenant avec Meloni. Pourquoi ce choix? Voilà, racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, j'essaie d'être assez synthétique. Moi, j'ai un parcours toujours à droite. J'ai commencé à faire du militantisme politique quand j'étais jeune, depuis les lycées, l'université. J'ai eu un poste, j'étais élu comme conseillère municipale à Milan en 2011, toujours avec la Lega. Mais en fait, le cœur de mon parcours, c'était un laboratoire en fait, d'idées culturelles que j'ai monté à l'époque, qui s'appelait Il Taliban en 2019, et qui en fait, c'est celui qui a été considéré un peu le protagoniste du changement de la Ligue indépendantiste
indépendantistes du Nord à Ligue nationale, notamment avec Salvini, et donc des propositions de cette alliance des droites. C'est un thème que vous connaissez assez bien en France. Et donc des alliances des droites, justement, c'était entre Meloni et Salvini qu'on proposait. C'était une chose ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Et en fait, mon changement des partis a été dû au fait que moi, j'étais à un moment donné assez critique déjà avec mon parti à l'époque, donc avec la Ligue et avec Salvini, pour l'agenda politique qui a commencé à être mis en place pour le sud d'Italie. Moi, vous l'avez dit, moi, j'ai grandi à Milan, je suis né à Milan, toute ma famille est calabraise et surtout, j'ai été élu au Parlement européen dans l'Italie du Sud, parce que nous, on a des circonscriptions territoriales. C'est pas comme en France où il y a une liste nationale. Donc j'ai été élu, j'ai décidé de me présenter dans l'Italie du Sud justement pour témoigner et même représenter ces projets de Ligue nationale donc, qui s'appelaient à une union entre les différents territoires d'Italie pour ces projets identitaires. Et j'ai toujours cru que l'Italie du Sud, c'est stratégique pour l'Italie. À un moment donné, j'ai considéré que les partis étaient en train de retourner vers ces idées un peu originales. Et donc, ils ont recommencé à parler d'autonomie du Nord. Et là, ça a commencé mon contraste idéologique, donc évidemment politique, avec les partis de la Lega. Et ça a été un conflit qui est devenu après impossible à recomposer quand la Ligue, justement, quand Salvini a décidé de soutenir Mario Draghi, et donc il a fait le gouvernement avec la gauche. Et ça, pour moi, avec mon parcours, c'était quelque chose d'inacceptable, mais surtout parce que, comme je l'ai dit à l'époque à mes collègues de la Lega, c'est une stratégie qui ne fera en sorte seulement que la gauche utilisera les consensus de la droite, donc de la Lega, pour arriver au pouvoir, là où il n'a pas réussi à arriver au pouvoir grâce aux élections. Et donc, en fait, on donnera notre force électorale pour permettre à la gauche de mettre en place des politiques qui sont contre notre stratégie politique. C'est exactement ce qui s'est passé après, et la raison pour laquelle Salvini, après, il a compris qu'il avait commis une faute, et il a fait tomber le gouvernement. Donc, en fait, l'histoire, après, m'a donné raison, et là, j'ai choisi donc de rejoindre et de soutenir les projets de Meloni, qui étaient les seuls partis à l'opposition à cette époque-là, 2021, et il y avait, la Lega c'était encore au 25-30%, et Meloni c'était entre les 6-10%, il y avait une énorme différence au niveau électoral, différence qui maintenant a totalement changé, parce que évidemment les électeurs de droite ont plutôt donc décidé de donner un prix à la cohérence donc, du parcours et de la porter jusqu'à la présidence de Meloni, du Conseil et des voilà, ministres, c'est la raison pour laquelle on est monté, Fratelli Italia a monté si vite, elle est passée du 6, parce que Fratelli Italia aux européennes passées 2019 a pris les 6%. La Lega avait pris les 35%. Aujourd'hui, on a Fratelli Italia au 30% et la Lega au 8%. C'est l'inverse. Donc vous critiquez cette union avec la gauche en Italie au niveau local, et vous plébiscitez, comme le fait Marion Maréchal, une union des droites au Parlement européen. Donc c'est aussi pour ça que vous avez rejoint ECR. Quel serait l'intérêt que ECR prenne vraiment c'est quoi l'objectif? Devenir la troisième force au Parlement européen? C'est de contrer les socialistes et le PPE. Quel est l'objectif d'intégrer le groupe ECR pour la liste de Marion Maréchal? Alors, déjà, nous, la vraie différence entre nous et la droite française, c'est que nous, on a déjà une tradition de coalition. Donc, si la droite italienne a pu aller au pouvoir dans les derniers 20 ans, c'était justement parce que, et ça c'est le mérite qu'il faut accorder à Berlusconi, qui a mis en place et a réussi à convaincre toutes les forces de centre-droite à s'allier plutôt qu'à se faire la guerre. Et donc, grâce à ça, on arrive toujours à gouverner presque... la plupart des régions italiennes sont gouvernées par nous. Je pense à peu près 15 sur 20. On est arrivé à être plusieurs fois au gouvernement, notamment maintenant. Et la même chose, c'est au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un enjeu qui n'est pas encore très aperçu, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, entre les 70% et les 80% des lois qui sont prises au niveau national, en fait, ce sont une conséquence de ce qui a été décidé au niveau européen.
Donc, la dimension européenne est fondamentale. Donc, l'objectif majeur, c'est évident, c'est essayer de changer, faire basculer la majorité au Parlement européen. Donc, aujourd'hui, on a une majorité qui, en réalité, c'est une majorité des centres-gauche, même si c'est soutenu par les partis populaires européens, notamment les Républicains en France et d'autres. Parce que sans le soutien de ces partis-là, il n'y aurait pas de majorité des centres-gauche. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas très compréhensible, mais et d'arriver à une majorité des centres-droite, plutôt. C'est un objectif qui est objectivement, il faut être sincère et transparent avec les électeurs et les citoyens. C'est difficile, c'est très difficile à rejoindre aujourd'hui. Pourquoi ? Déjà, principalement parce que, notamment, les partis populaires européens ne veulent pas coopérer avec ce qui est la partie plus à droite, on peut dire, notamment identité, démocratie. Vous les accusez de ne pas être de droite, en fait. Les actes. Pour vous, ils ne sont pas véritablement de droite, au PPE ? C'est pas ça les sujets, parce qu'en fait, c'est pas être de droite ou on n'est pas de droite, c'est est-ce qu'on est disponible à se mettre à table et faire des compromis et trouver quand même des batailles communes à mener pour essayer de ne pas donner les décisions européennes, mettre les décisions européennes dans les mains de la gauche. Justement, ces forces-là, mais nous, en Italie, on coopère même avec les libéraux. Donc ça, c'est pas le sujet. C'est évident que si tu prends moi personnellement, quand même, je suis pas le plus proche de ces idées-là des centristes libéraux, mais si tu veux construire une majorité, il faut que se mettre à table, essayer de trouver des points communs. Alors donc, vous arrivez à attirer dans ce groupe ECR les Hongrois, je crois les Finlandais, les Suédois. Est-ce que finalement les Jordan Bardella est donné à plus de 30% dans les sondages? Mahoma Achal en France, elle est on va dire très largement entre 7 et 10% à l'heure où on parle. Est-ce que finalement la délégation de Jordan Bardella, avec son groupe ID, va se retrouver un petit peu isolée si tout le monde va chez ECR? Un problème qu'on a aujourd'hui, justement, pour faire basculer la majorité, c'est justement que l'identité démocratie, c'est un groupe, moi j'étais dedans, qui subit injustement, c'est ça, à mon avis, un cordon sanitaire, soi-disant, c'est-à-dire un isolement imposé par les autres forces politiques, justement parce que, par exemple, les partis populaires européens, il y a plein de déclarations des républicains, mais même des autres délégations étrangères, ne veulent pas coopérer avec eux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2019, nous, on a eu, quand j'étais à la Lega, on a pris les 35%. Ça veut dire on a fait, si je ne me trompe pas, 27 ou 29 élus. 29, je crois. 29 élus, on était la première délégation de tous les parlements européens avec les Allemandes. Mais ça ne nous a pas permis d'arriver à avoir une influence politique sur les choix du Parlement européen parce que, justement, on a subi cet isolement-là. La stratégie de Giorgia Meloni avec ECR est gagnante. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi, avec l'ECR, à briser ses cordons sanitaires. Elle est arrivée à obtenir un vice-président du Parlement européen. Elle est arrivée à construire et à obliger, par exemple, les partis populaires européens à devoir négocier, se mettre à table et devoir travailler ensemble sur des sujets. Et ça, c'est quelque chose qui est utile même pour l'identité et démocratie. Nous, on a évidemment, dans l'identité et démocratie, il y a la Lega, par exemple. Pour nous, c'est un partenaire. On n'est pas les mêmes partis, on est différents, mais on a une coopération, évidemment, avec des différences, mais on a une coopération assez stricte. Moi, personnellement, là, dans les commissions où je suis, les dossiers que je suis, je travaille tout le temps avec mes collègues de la Lega. Et paradoxalement, c'est nous, avec 10 députés, par contre, on arrive à être fondamentaux pour eux, pour arriver justement, parce qu'on est devenu avec SR, on peut dire, un pont de communication entre la droite et les centres. Alors, avec quelques désaccords quand même, je crois par exemple sur la gestion de l'Ukraine, l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, sur la gestion aussi du fait d'étendre l'Union européenne aux pays balkaniques. Mahoma Achal, dans un interview récent, disait qu'elle n'était pas forcément favorable à l'intégration de l'Ukraine. Il y a quand même des points de divergence au sein même du groupe ECR. Dans tous les groupes, il y a des points de divergence pour une raison très simple. Ce n'est pas une assemblée nationale, c'est une assemblée européenne. Et donc, il y a des groupes qui ressemblent à peu près des visions idéologiques, par exemple, sur des sujets qui sont des sujets majeurs et transversaux. Par exemple, les sujets sociétaux, par exemple. C'est quelque chose qui est transversal, non, il n'y a pas de frontières. Mais après, tu as des sujets, même l'immigration,
où tu as après les intérêts nationaux. Et on sait très bien que c'est quand même un principe fondamental dans les choix politiques. Et donc, évidemment, tu as des pays qui ont des rapports, par exemple, avec la Russie beaucoup plus tendus pour des raisons, par exemple, géographiques et de proximité. Il y a des pays qui ont des rapports un peu plus détendus, des pays qui ont plus de dépendance avec les autres. Il y a plein de raisons géopolitiques qui font en sorte qu'après, même à l'intérieur d'un groupe politique, soit les PP, les SR, les ID, tous les groupes, il y a des divergences liées aux intérêts nationaux. Donc, alors, peut-être une divergence aussi sur le choix de la personne à présenter à la présidence de la Commission européenne. Ursula von der Leyen est actuellement la présidente de cette commission. Elle pourrait très bien être réélue. A priori, elle pourrait se représenter. Elle vient du groupe PPE, auquel siège François-Xavier Bellamy, par exemple. Est-ce que vous souhaitez sa réélection ou comment vous pourriez contrer cette réélection? Est-ce que c'est pas incohérent, François-Xavier Bellamy, qui critique les positions de von der Leyen et en même temps, elle a été élue, elle vient du groupe PPE? Ce qui peut-être n'est pas, moi je ne veux pas rentrer trop dans la politique française, c'est pas un problème de von der Leyen aujourd'hui parce que je rappelle que les Européennes c'est pas des présidentielles et donc même dire notre candidate c'est von der Leyen c'est seulement une opération marketing parce qu'en fait c'est un proportionnel. Mais les eurodéputés votent aussi pour la présidence. Oui, mais après c'est des négociations que tu fais après parce que tu dois trouver une coalition des majorités et sur la base des négociations que tu fais avec les partis tu choisis la personne. Donc, les problèmes de cette Commission européenne, à mon avis, c'est pas le fait qu'il y a Madame von der Leyen. C'est que Madame von der Leyen, c'est l'expression d'une majorité qui, en fait, a comme acteur majeur la gauche. C'est les écolos et les socialistes. C'est ça. Donc, ce que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre, c'est comment des partis des centre-droite peuvent soutenir cette majorité. C'est le même raisonnement que moi j'ai fait avec la Lega au niveau national quand il y a eu les gouvernements avec Mario Draghi et l'alliance avec la gauche. Donc c'est plutôt ça les sujets qu'il faut imposer. Pour nous, l'enjeu majeur, c'est changer cette coalition, mais il y a une autre façon pour arriver quand même à influencer les choix politiques, et vous l'avez rappelé avant, c'est déterminer les équilibres des forces. Les SR aujourd'hui est la cinquième force au Parlement européen. C'était la sixième, on est passé devant ID, et même étant cinquième, on arrive aujourd'hui à avoir une influence sur les dossiers. Avec l'entrée des Français de Reconquête, donc de Marion Maréchal, et avec d'autres délégations d'autres partis qui ont déjà dit qu'ils veulent adhérer à SR, comme par exemple les Hongrois, mais il y en a aussi d'autres. Les Finlandais sont déjà rentrés, les Suédois sont déjà dedans. On arrive, les Roumains, ils ont dit qu'ils veulent rentrer dans les SR. On peut devenir aujourd'hui la troisième force du Parlement européen, c'est-à-dire dépasser les groupes de Macron, Renew, donc les libéraux, et avoir donc plus d'influence qu'eux. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'en fait, même si tu auras une majorité, que ce ne sera pas la nôtre, tu auras quand même la capacité donc d'obliger, par exemple, les PPE à devoir se garder à droite et devoir quand même suivre des dossiers avec nous, et donc l'influence des socialistes automatiquement va se réduire. Et c'est ça. Et c'est quoi pourquoi les SR? Ça, c'est un autre sujet intéressant. Je pense qu'il y a eu un article sur les Figaro, si je ne me trompe pas, qui a un peu raconté ça, et c'est pas très commun de faire ça. L'intérêt d'un groupe, l'influence d'un groupe comme les SR, c'est dû au fait que c'est pas seulement un groupe parlementaire, mais c'est un groupe qui est représenté au Conseil d'Europe, au Conseil européen. L'Italie, c'est le gouvernement italien, les gouvernements tchèques, les gouvernements suédois où il y a les Suédois qui soutiennent la majorité. Après, il y a Orban, s'il rentre, il y avait les Polonais. Et donc, ça te permet d'influencer même au Conseil européen les choix. Et le Conseil européen, c'est très important. Et surtout, en 2024, si ça reste celle-là la situation, ça sera un groupe qui aura quand même plusieurs commissaires européens. Parce que chaque gouvernement, qui est au gouvernement, il doit en fait déterminer, indiquer un commissaire européen. Et ça nous permettra d'avoir quand même pas mal d'influence politique après sur les choix. Parce qu'une chose, si tu es un groupe, même de, 100 députés, mais qui est à l'opposition et qui n'a pas de connexion avec les autres deux institutions qui font les choix de l'Union européenne. Autre chose, si tu es un groupe de 100 députés, tu es la troisième force politique, tu as plusieurs gouvernements au Conseil européen qui donc peuvent bloquer
les propositions de la Commission et du Parlement européen. Même au sein de la Commission européenne, tu as plusieurs commissaires européens qui peuvent essayer d'influencer les choix du président de la Commission. Et là, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourra faire. Alors, il y a une autre femme forte en Europe face à von der Leyen, c'est Giorgia Meloni. Elle a été quelque peu critiquée en France par une partie de la droite qui, semble-t-il, serait déçue, aurait l'impression qu'elle a reculé sur les questions migratoires. C'est l'impression qu'on a en France. Pourtant, il semble qu'elle ait eu des bons résultats en Tunisie, avec une réduction des flots de migrants, également avec l'Albanie. Est-ce qu'on a raison de penser que c'est un échec, Meloni, sur l'immigration? Non, moi je pense que, en fait, j'ai un peu suivi de loin ces débats, comme vous pouvez imaginer, mais je pense que c'est des critiques qui ont été faites sans connaître la situation et sans connaître les politiques migratoires. Alors justement, dites-nous. Voilà, j'essaie de vous expliquer, c'est assez complexe, mais j'essaierai de vous donner un peu des éléments pour mieux comprendre. Déjà, l'Italie, c'est un pays des premiers arrivés. Ça change tout par rapport à la France. Lampedusa, ils arrivent ensuite à Menton. Tous les sous de la Calabre, la Sicile, tout ça. Et donc, même la stratégie, c'est totalement différent. Et Giorgia Meloni, donc Fratelli Italia, nous on fait une campagne électorale en disant il faut un blocus naval. Mais on dit il faut un blocus naval européen. Pourquoi ? Parce que l'Italie toute seule ne peut pas faire face à la vague migratoire qui concerne toute l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on a une vague migratoire aujourd'hui qui n'est pas la conséquence des politiques de l'Italie, c'est la conséquence de tout ce qui est en train de se passer au niveau international. La guerre en Ukraine qui a déclenché toutes d'autres guerres et partout dans le monde, non ? Pas seulement au Moyen-Orient, mais même en Afrique. Une instabilité générale qui est en train de créer. Et l'immigration, c'est un outil de pression géopolitique. C'est une arme géopolitique utilisée, par exemple, par la Chine, par la Russie, par la Turquie. C'est normal. À Mayotte, hein, oui, voilà. Mais c'est les puissances géopolitiques qui veulent te faire, qui veulent être en confrontation. Donc, si tu es en guerre avec une puissance, l'autre puissance doit te mettre en difficulté. L'immigration, parce que là, si tu prends surtout l'Afrique, c'est un continent où aujourd'hui, tu n'as plus l'Europe, tu as la Chine, la Russie et la Turquie. Et donc, ça, c'est évident qu'ils vont utiliser même ça pour essayer de nous mettre en difficulté. Face à cette vague, on dit blocus naval européen, parce que nous, on n'a pas les militaires, on n'a pas les bateaux, on n'a pas l'argent pour faire un blocus naval pour toute l'Europe. Donc, on doit s'organiser et faire ça. L'Algérie sait très bien qu'est-ce qu'on a proposé. La plupart des pays européens, notamment la France, désolé pour vous, il dit non. Vous vous rappelez la polémique qu'il y a eu avec les bateaux qui finalement est arrivé en France parce que nous, l'Italie, n'avait pas voulu les prendre. Et voilà, évidemment, si tu n'as pas les soutiens des autres pays, et c'est une folie que tu n'as pas les soutiens des pays comme la France qui ont les mêmes problèmes parce qu'ils sont sur la Méditerranée, évidemment, tu ne peux pas appliquer cette stratégie. Et alors, qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? Mais elle le savait avant d'être élue, Giorgia Meloni. Elle aurait pu s'en douter que l'Europe allait être contre elle. Ah oui, mais c'est la raison. Mais quand tu fais des batailles, toi, tu dis ma politique sera celle-là. Après, si les autres ne veulent pas la faire, ça, on ne peut pas déterminer la politique de tous les autres pays. C'est de dire et alors, justement, même si Marine Le Pen était élue ou Éric Zemmour, ils se retrouvaient dans la même situation de Giorgia Meloni à ne pas pouvoir. Alors, déjà, c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que, par exemple, voilà, imaginez que plutôt que Macron en France, on aurait eu, je ne sais pas, Marion Maréchal, Marine Le Pen à la tête de la France. Ça serait tout changé. Parce qu'on aurait eu une France qui avait dit à l'Italie, d'accord, on t'aide à faire un blocus naval. Et alors, on aurait pu mettre en place un blocus naval. Ça suffit même pas, on n'a même pas besoin d'avoir toute l'Europe avec nous. On a besoin de l'Italie, la France, l'Espagne, la Grèce, les pays qui sont sur la Méditerranée. Ça suffit d'avoir ces pays-là pour s'organiser et avoir une politique de fermeture des frontières. Ça, c'est la base. L'effet qu'on n'a pas, parce que l'Espagne est gérée par la gauche, la France est gérée par la gauche, donc on a été toute seule à faire ça. Voilà, donc la différence, et c'est la raison pour laquelle moi j'espère qu'à un moment donné, les forces de droite françaises arriveront à se mettre à table à construire une coalition, parce que même pour nous en Italie, c'est fondamental d'avoir une droite qui finalement arrive au gouvernement en France. Mais alors, vu qu'on n'a pas pu faire cette solution-là,
Et en plus, on a eu il y a beaucoup ont parlé, ont cité les lois sur l'immigration qui avaient été faites par Salvini. Sauf que ces lois-là ont été déclarées entre-temps presque entièrement anticonstitutionnelles. Et c'est la raison pour laquelle, si une loi après est inconstitutionnelle, on sait que tu ne peux pas l'appliquer, tu dois la changer. Et je fais quand même noter que les ministres des Affaires intérieures aujourd'hui du gouvernement Meloni, c'est à la Lega. Et c'était l'ancien chef de cabinet de Salvini quand il était ministre aux Affaires intérieures. Donc lui, c'est lui qui avait construit les lois sur l'immigration illégale pour Salvini, en sachant qu'il ne pouvait pas reproduire ces lois-là parce que c'était anticonstitutionnel et que les blocus navals s'étaient empêchés par les pays comme la France, l'Allemagne, etc. Donc, a décidé d'appliquer une nouvelle méthode qui est la seule en plus qui a marché très bien quand on a arrivé à réduire les vagues migratoires en 2015-2016. Les accords avec les pays d'origine, notamment avec la Tunisie. Donc, on a commencé à monter ça. L'Europe, au début, c'était contre. On a avancé quand même Tunisie et Albanie. L'Albanie encore doit être appliquée, être opérationnelle. On arrive à faire ça. On arrive à convaincre la Commission européenne à soutenir avec des financements cet accord-là. Et bien, les résultats, c'est une réduction des arrivées des clandestins de la Tunisie en seulement quelques mois d'opérativité de l'accord, un pourcentage qui est entre les 70% et les 90%. Et ça, c'est pas nous qu'on le dit, c'est même la Commission européenne. Il y a quelques semaines une audition du commissaire européen à l'immigration qui a dit l'accord fait avec la Tunisie a réduit du 90%, ça c'est les mots du commissaire européen, l'immigration illégale qui arrive de la Tunisie et a permis d'arrêter, donc je ne sais pas si arrêter c'est le bon mot, un millier de passeurs. Et nous, on est en train de faire ça, négocier ça avec l'Égypte, avec l'Albanie, et même la Commission européenne, et ça montre un changement grâce à l'influence qu'on arrive à avoir, a dit, bon, on soutiendra d'autres initiatives comme ça, faites par l'Italie ou par d'autres pays. Ça, c'est un changement concret. Après, ça met des mois, des années pour avoir des résultats. Mais c'est un changement. J'ai vu qu'il y a eu des critiques. Bon, j'ajoute ça sur l'immigration légale. Parce que même pas mal de Français m'ont demandé ça, les fameux 500 000 immigrés donc, qui seraient acceptés. Mais là aussi, en réalité, il n'y a pas la connaissance de ce qui s'est passé vraiment. Ça veut dire que nous, on a toujours eu cette quota immigration. On a toujours eu ça parce que déjà, on est un pays très vieux. On est le deuxième pays le plus vieux au monde. Il y a les données, les chiffres qui ont été donnés hier ou avant-hier par un tiers de la population italienne qui est en fait sous les épaules de l'État parce qu'ils sont à la retraite. Mais est-ce que justement, il ne faudrait pas promouvoir plus une politique de natalité ? Exactement. Bah oui, ça, et déjà nous, on est en train de le faire. Le gouvernement italien est en train de le faire déjà. Mais tu as un problème qui est un problème d'émergence, de court terme. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé jusqu'à hier, jusqu'à quand la gauche qui a fait toute la quota immigration légale, était bouffée par les immigrés clandestins qui arrivaient, et après il y avait une régularisation des immigrés clandestins après. Donc ils arrivaient avec leurs bateaux, ils arrivaient sur les sols italiens, après la politique disait, le gouvernement disait bon, il faut les régulariser. Nous, on a changé ça. On a dit stop, c'est pas possible parce que tu as des gens qui arrivent, tu ne sais pas qui sont, qui ne font rien. Et ils sont régularisés par quoi ? Par la protection humanitaire, la protection spéciale. Donc, il y a 1000 raisons pour obtenir la protection humanitaire. Et donc, voilà, donc on donnait l'asile politique. Nous, on a stoppé ça. On a dit bon, on retourne aux politiques des quotas immigration légale qui avait été déjà dans le passé introduit par la droite. Ça, c'était toujours une politique menée par la droite en Italie. Et qui change quoi ? Change le fait que tu ne peux pas rentrer, c'est moi, le gouvernement, qui dit chaque année combien de gens peuvent rentrer, dans quel secteur, après avoir fait une étude du marché du travail. Donc, quelles sont les nécessités en termes de travail et quelles sont les places que tu ne peux pas remplir avec les gens à nous, donc les Italiens. Et une fois que tu as déterminé ça, donc les secteurs, la typologie de travail et tout ça, tu dis, OK, cette place, on va les remplir, on autorise à les remplir avec des gens qui ne sont pas européens.
qui peuvent être même, je sais pas, des États-Unis ou de la Russie, pas forcément des Africaines ou des peuples. Et on met des conditions. Ça veut dire que déjà, pour faire ça, ça doit être une entreprise, une famille. Je te fais un exemple. La personne qui doit s'occuper des grands-parents. Nous, on a un énorme problème en Italie avec ça, parce que tout le monde est vieux en Italie. Et on n'a pas les gens qui font ce travail-là. Et donc, par exemple, on utilise beaucoup les Ukrainiennes ou les Philippines, les gens des Philippines, qui est en plus une communauté qui, franchement, elle est très intégrée et tout ça. Vous accueillez des médecins également de Cuba, c'est ce qui est en train d'arriver en France, des médecins de Cuba qui viennent en Bretagne. On a même eu ça. On a même eu ça, notamment en Calabre, dans ma région d'origine, parce qu'il y avait un problème à trouver des médecins. Et donc, pendant qu'on essaie de faire une réforme du travail pour en fait essayer de construire une connexion entre le monde de l'université et de la formation avec le monde du travail, on fait ça. Les autres conditions, c'est que déjà, ils peuvent venir seulement s'ils viennent des pays avec lesquels nous, on a des accords de coopération, c'est-à-dire des pays qui nous garantissent déjà de bloquer l'immigration clandestine, de se reprendre les immigrés clandestins qu'on doit expulser, et avec des vérifications à la base de l'identité des personnes qui veulent être venues, parce que c'est pas lui qui décide de venir, c'est moi qui ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de ma grand-mère, et demande au gouvernement, à l'État, dit je veux faire venir pour 6 mois, je ne sais pas, cette personne-là. Il y a tous les données pour identifier la personne. Les gouvernements contrôlent avec les gouvernements d'origine. Et si on est sûr qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien, tu peux venir avec certaines conditions. Donc c'est quelque chose de totalement programmé, planifié, encadré, et surtout qui est lié à la coopération avec ces pays-là, notamment sur les blocs, la fermeture de l'immigration clandestine. Alors, pour vous, en Italie, la question de la remigration, comme l'a proposé l'AfD en Allemagne, est-ce qu'elle se pose? Est-ce que ça pourrait être un jour proposé, défendu par Giorgia Meloni? Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, pour nous, ça se pose le problème de l'expulsion des clandestins. Ça, c'est un problème pour un pays de première arrivée qui est énorme. Ça ne se pose pas la rémigration, parce que moi, j'ai regardé un peu, il y a toute une polémique, mais en fait, la réalité, à part, je sais pas, des groupuscules, des gens qui se voyaient, mais politiquement, le problème de la rémigration, c'est quoi? C'est comment tu fais à gérer les problèmes faits par les immigrés qui arrivent, qui deviennent des citoyennes européennes, français ou allemandes, et donc, tu n'as plus les outils pour le faire. On le voit avec les terrorismes. La plupart des terroristes que vous avez, on voit, au final, ils sont citoyennes. Nous, on n'a pas ces problèmes-là. Pourquoi on n'a pas ces problèmes-là? Parce que nous, on n'a pas les droits du sol. Nous, on a les droits du sang. Et donc, c'est même pour ça qu'on peut se permettre de faire des politiques, par exemple, des quotas d'immigration légale. Parce que nous, on n'a pas les problèmes que tu arrives, tu fais un enfant, donc c'est citoyenne, ou tout de suite tu deviens citoyenne. Le droit du sol, il vient d'être remis en cause sur l'île de Mayotte par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et une grande partie de la classe politique française demande à ce qu'il soit supprimé sur l'entièreté du sol. Moi, je vis la situation italienne et je vis la situation française, pour moi, c'est absolument clair que ce qui est en train d'amener au suicide de la France, de ces côtés-là, c'est justement les droits du sol. Et pour nous, c'est une bataille. Nous, on s'est toujours opposé à l'introduction du droit du sol qui propose la gauche, et pour maintenir les droits du sang, parce que c'est ce qui nous protège. Et même comme ça, tu arrives à gérer l'immigration, parce que, en fait, avant de devenir citoyenne, ça passe beaucoup de temps, tu dois prouver quand même ton intégration, c'est pas automatique. Et ça te permet de pouvoir mieux gérer les expulsions et tout. Alors, on a bien compris sur ces problématiques migratoires les enjeux. Changeons de sujet avant de conclure peut-être une partie, parce que vous rejoignez donc le mouvement conservateur, et ce mot il est important face à une Europe dont on a vu les dérives wokistes, les dérives en matière de promotion de l'islamisme, du hijab par la Commission européenne. Vous êtes catholique, vous avez un pape qui promeut aujourd'hui la bénédiction des couples homosexuels. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'être conservateur? Est-ce que vous avez des leviers au niveau européen pour, entre guillemets, lutter
contre ce que vous pourriez appeler des dérives, wokisme, islamisme, les nouvelles lubies du pape. Est-ce que vous souhaitez lutter contre ça? Quel serait votre Nous, projet? on le fait déjà concrètement. Moi, personnellement, je le fais aussi, même au Parlement européen. Et c'est exactement la différence, l'importance d'être une droite, d'assumer d'être une droite conservatrice. C'est ça. Il n'y a pas seulement les sujets économiques, il y a les sujets identitaires, civilisationnels et sociétals qui sont très importants, parce que sinon tu règles les pouvoirs d'achat des gens, mais après tu as l'effondrement de ta société, de ta civilisation, de ta communauté, de ton identité, t'as pas fait grand chose. Donc assumer même ces batailles, même si c'est difficile, parce qu'aujourd'hui c'est les batailles les plus difficiles à mener, parce que tu as tous les systèmes médiatiques et d'opinion contre. Donc le vrai ennemi, c'est celui qui se bat pour les sujets sociétals, pas sur les sujets économiques. Nous, on les fait comme gouvernement et on les fait à Bruxelles. Et on a fait un projet de loi pour mettre, par exemple, la GPA crime en Italie, et on a demandé que ça soit crime universel. Et c'est une bataille qu'on est en train de faire au sein du Conseil européen. Et on a fait au Parlement européen, on est arrivé à insérer la GPA à l'intérieur des crimes contre je ne sais pas comment on le dit, l'humanité. Pas comme l'humanité, mais en fait pour d'exploitation des êtres humains. L'exploitation du corps. Exactement. Et donc on est arrivé à faire ça. On fait des politiques, même au niveau national, pour protéger la vie. C'est donc garantir, essayer de promouvoir la vie et de la protéger. Donc ça, et on est totalement en train de faire des politiques, des batailles contre la diffusion, par exemple, de toute l'idéologie LGBT woke dans les écoles. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on doit faire. Nous, en Italie, on est en train. Moi, par exemple, une des sujets, parfois des conflits que j'avais à l'intérieur de mon ancien parti, c'était justement sur les sujets sociétals. Parce qu'il y a une partie de la Lega qui était plutôt, on s'occupe d'économie, les restes, on s'en fiche, on laisse un peu les libres arbitres. Pour moi, c'est fondamental dans la politique, en fait, dire quelle société on veut, où on veut vivre. C'est pas seulement l'argent. Et donc on les fait, et les groupes des conservateurs, les CR, je pense que là-dessus, les plus solides. Et c'est vraiment une des principes fondamentaux de ces groupes-là, c'est donc la défense de tous ces valeurs un peu traditionnelles, on peut dire, nous on dit en Italie comme ça, on utilise ces mots. Donc la famille, qui en plus, nous on a une culture en Italie qui est très 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 construite sur la famille. Et c'est justement ça, c'est très intéressant de voir même la différence sur l'identité, comment la vie en Italie et comment est vécue en France. Moi, je vois beaucoup cette différence, et je vois que l'identité en France, c'est quelque chose de beaucoup plus fragile par rapport à nous, justement parce que je le vois comme quelque chose qui est plutôt construit par les hauts, par l'État, par la nation, donc très réfléchi, très étudié, mais qui n'est pas vraiment connecté au territoire, à la tradition, à l'histoire de ta famille. Chez nous, on a toujours eu un État faible. Donc, il y a toujours eu du mal à rentrer dans ta vie. Et par contre, notre État a toujours été la famille. Moi, je l'ai dit tout le temps, ma constitution, c'est mon éducation familiale. C'est rien d'autre. Après, tout le reste, c'est ça. Et ça te forme. Les langues locales, par exemple. L'identité locale est fondamentale. Ça, c'est une chose qui n'existe presque pas en France. Et ça, moi, ça me choque personnellement. Moi, j'ai toujours écouté mes parents parler. Une forte identité bretonne, bourguignonne. Mais moi, je pense que ça, c'est une richesse. Avoir ça. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est une richesse. Parce que quand tu n'as pas seulement l'identité nationale, tu as même l'identité locale, qui est l'identité, en réalité, la plus ancestrale. Parce que c'est en fait, c'est ton père, tes parents, tes grands-parents, la nourriture que tu manges avec l'histoire qu'il y a dedans et tout ça. En fait, c'est une barrière de plus face à une identité construite artificielle qui est imposée par la société moderne, wokiste et tout ça. Alors justement, vous me permettez de conclure, je voulais aborder ce sujet avec vous. Vous parlez de famille. Vous, aujourd'hui, votre famille, c'est Marion Maréchal, l'enfant que vous avez. Pour nos lecteurs, nos spectateurs qui vont se poser la question le 9 juin de choisir leur tête de liste, choisir la liste pour les élections européennes, Marion Maréchal est candidate. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux Français qui nous regardent, aux spectateurs de Boulevard Voltaire qui nous écoutent, pour les convaincre? J'imagine que vous aimeriez qu'ils votent pour Marion Maréchal.
oui. Quel mot vous aimeriez leur dire? Non, bon, vous qui la connaissez en privé. J'essaye de ne pas trop m'amêler de la politique française, donc ça serait trop facile pour moi de dire qu'est-ce qu'ils ne savent pas de Marion Maréchal qui... Je peux vous dire deux choses. Bah, si vous voulez, sur le plan personnel, bon, sûrement c'est quelqu'un qui, je peux tranquillement dire qu'elle est beaucoup plus amoureuse de la France que de moi. Donc c'est pas ça c'est sûr. Je sais pas si c'est une chose positive pour moi, mais en tout cas c'est une chose positive pour la France. Et donc non c'est quelqu'un qui est vraiment animé par la volonté, donc qu'elle sent sur les épaules la charge de la civilisation française. Même trop, parce que ça devient souvent des raisons de disputes domestiques. Donc, mais après, si je dois sortir du côté personnel, moi, par exemple, moi, je serais heureux de retrouver Jordan Bardella, les collègues du RN au Parlement européen. C'est pas les plus des gens de droite il y a au Parlement européen, les mieux c'est. C'est une force pour vous d'être en couple au Parlement européen. Ensemble, oui, mais je pense que justement, même pour la France, je pense que ça sera très bien d'avoir au prochain Parlement européen Jordan Bardella. Ça sera encore mieux pour vous d'avoir Jordan Bardella et Marion Maréchal au Parlement européen. Parce que ça vous permettra à vous, comme ça permet à nous avec Fratelli Italia et la Lega, d'avoir deux forces qui à partir de demain pourront coopérer ensemble. Parce que ce qu'on voit nous au Parlement européen de l'extérieur, c'est que ce qui manque à la droite française aujourd'hui, c'est la coopération entre les différentes forces de droite. Justement, après, au Parlement européen, vous avez les Républicains et les Rassemblements nationaux. Et donc, c'est ça le problème, je pense, d'idées du RN. Je pense et je souhaite qu'avec l'entrée au Parlement européen et donc dans le jeu politique d'une force politique comme Reconquête, qui en plus c'est un allié à nous avec cet accord avec les CR, ça pourra vous permettre d'évoluer, d'arriver finalement à une table ronde de forces de droite, chacune avec ses différences, parce que comme c'est normal, mais qui auront comme objectif commun, c'est de dégager, on peut dire, la gauche et arriver à donner un gouvernement de droite en France. Donc je pense que ça, c'est une bonne raison quand même pour dire on a les RN, et on nous donne la possibilité d'avoir aussi une autre force alliée, et après on demande aux deux forces de commencer à travailler ensemble. Alors, je crois que la réponse, elle est évidente et tout cet entretien le dit. Vous serez candidat aussi, évidemment, aux élections européennes. Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle je suis presque jamais en France. Vous m'avez pris dans le seul jour de la semaine où je suis. Vous avez déjà une tête de liste ou vous serez vous-même? Nous, on n'a pas de tête de liste parce que nous, on a un système différent. On a des circonscriptions territoriales. On a un système de vote même personnel. Ça veut dire que chaque candidat doit chercher après ses votes. Peut-être qu'on aura Giorgia Meloni qui se présentera pour mener quand même la liste au niveau symbolique dans toutes les circonscriptions. Ce n'est pas un choix encore déterminé, mais on est au 29-30% dans les sondages, dans les premiers partis, et donc on espère d'arriver à faire un bon résultat et après pouvoir mettre en place tout ce qu'on s'est dit dans cette interview. Eh ben, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien, d'être venu de l'Italie jusqu'à Paris pour cet entretien. On espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une première pour nous, première fois que vous vous exprimez dans un média français aussi longuement. Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Pensez à liker cette vidéo sur YouTube, à vous abonner également à la newsletter sur notre site bvoltaire.fr. Très bon dimanche à vous. Pensez à aller voter le 9 juin prochain et à très bientôt.